Il est temps de donner la parole à Alain Kaufmann, que je vais brièvement présenter. Il a une double formation en biologie et en sociologie à l'Université de Lausanne. Il a été chercheur et maître assistant à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Il a fait un séjour en tant que chercheur invité à l'École des mines de Paris, au Centre de sociologie de l'innovation, auprès du regretté Bruno Latour et de Michel Callon. En 2002, il a créé l'interface Sciences-Société et en 2005, l'Éprouvette, le laboratoire public de l'Université de Lausanne. En 2019, il a créé le Collaboratoire, une unité de recherche-action collaborative et participative. Parmi ses nombreux domaines de recherche, on citera la recherche participative, les aspects sociaux et anthropologiques de la médecine et de la recherche biomédicale. Il est également membre des conseils scientifiques de l'ANSES, de l'IRSN, membre du bureau de la LIS, de l'Alliance des sociétés savantes, et cette alliance qui œuvre en France et à l'international pour la reconnaissance et le développement du tiers secteur de la recherche. Et son intervention est titrée aujourd'hui « Pratiques et enjeux de la recherche participative vers la reconnaissance d'un tiers secteur de la recherche ». Voilà, comme on dit en bon français, « The floor is yours ». Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette introduction très complète. Euh, je vais partager mon écran si tout fonctionne comme prévu. Voilà. Donc, effectivement, je vais parler de recherche participative. Alors, Monsieur Len a déjà en partie défloré le sujet et a amené un grand nombre de thèmes extrêmement importants, notamment autour de la question de l'expertise. Alors, je dirais que moi-même, je suis en partie aussi un marginal séquent, puisque même si j'agis de l'intérieur du monde scientifique et universitaire sur ces questions depuis une trentaine d'années, je suis également en collaboration étroite avec notre équipe, avec de multiples acteurs de la société civile et au sein d'agences d'expertise qui sont confrontées, comme l'IRSN, l'ANSES et l'Alliance Sciences Société, ALICE, à la multiplicité des savoirs et des demandes sociales, et donc à gérer en fait cette conflictualité potentielle entre les manières de produire les connaissances et surtout de produire des connaissances utiles, utilisables et utilisées. Alors, j'ai mis ici en introduction une représentation un peu classique de l'exposome parce qu'en fait, bon, on vient de terminer dans un groupe de travail de l'ANSES un rapport de synthèse sur l'exposome que vous pourrez bientôt lire, qui est extrêmement riche et qui mobilise beaucoup des travaux réalisés par les acteurs, les agences qui ont été citées par mes prédécesseurs. Et il est évident que si on envisage la santé environnementale sous l'angle de l'exposomique, qui est actuellement largement une utopie, hein, qui atteint un niveau de complexité supérieur à celui que peut traiter la physique actuellement, on voit bien que sur les déterminants sociaux de la santé, ou ce qu'on appelle l'exposome social, on a tout intérêt à disséminer à la fois les capteurs humains et les capteurs techniques, low-tech ou high-tech, dans tous les secteurs de l'activité humaine pour pouvoir réaliser cette forme d'utopie et pour pouvoir finalement lutter contre les inégalités sociales de santé. Le travail qu'a présenté ma collègue Séverine Trouillou, d'ailleurs, tout à l'heure, fait partie de ce genre de démarche avec une approche qu'on peut appeler plutôt low-tech. Quand on parle des publics de la science, il faut bien sûr aussi sortir d'une vision un peu simpliste qui a tendance à considérer et qui ne repose pas sur des données empiriques, d'études, sondages, etc., qui auraient un public homogène des sciences et des techniques, ou que ce public serait systématiquement défiant vis-à-vis des sciences et des techniques, puisque en fait, il faut distinguer des effets de pic comme ceux liés à la crise Covid ou ceux liés à l'explosion de la centrale de Fukushima sur le degré de confiance envers la recherche. Et puis, ce degré de confiance, il faut toujours le comparer par rapport aux autres acteurs, qui sont les acteurs industriels, les acteurs politiques, les acteurs médiatiques, les acteurs religieux. Et globalement, dans cette hiérarchie, la science, disons, la recherche publique se trouve presque systématiquement située au sommet de l'échelle de confiance par rapport à ces autres acteurs. Alors, on peut distinguer sociologiquement des publics qui sont construits. Ces publics ne préexistent pas, comme le disait le regretté Pierre Bourdieu. Ils sont construits par les sondages, ceux produits notamment par l'Eurobaromètre de l'IRSN. On a des publics qui sont invités et consultés pour produire de l'expertise incluant les préoccupations de segments de la population, de panels, conférences de citoyens, etc., jurys de citoyens. On a affaire ici, je reprends
l'expression d'un collègue regretté, Mermet, qui parlait de débat d'élevage, hein, donc de débat encadré, si on veut, par un tiers garant ou les pouvoirs publics. On a des publics concernés qui ont été évoqués aussi ce matin, qui sont les associations de malades, les riverains impactés par un accident industriel ou des nuisances, une catastrophe du type Lubrizol. Et là, on a souvent des problèmes, on pourra peut-être y revenir dans la table ronde, à utiliser les modèles épidémiologiques classiques, les statistiques classiques épidémiologiques pour traiter par exemple des clusters de cancer pédiatrique. Et là, les collègues en épidémiologie ou les toxicologues se trouvent assez démunis et finalement, on va souvent recourir là à la contribution des sciences sociales pour démarrer un processus d'écoute, et je dirais un processus d'enquête, et c'est un terme que je réutiliserai par la suite, parce que finalement, le terme de science participative ou recherche participative est très utile, mais très souvent, on n'arrive pas forcément au stade où on va produire des publications scientifiques ou des rapports d'expertise, mais on produit un processus d'enquête qui associe une diversité d'acteurs sur, par exemple, les circonstances de survenance d'un cluster de cancer pédiatrique, pour prendre un exemple tristement célèbre, qui est aussi un processus qui est lui-même aussi important que le débouché final ou la production finale d'un rapport ou d'une publication scientifique. C'est-à-dire que dans ce qui nous occupe là, le processus d'interaction entre les acteurs, le processus de socialisation à la démarche d'enquête scientifique, ou comme on le verra un peu plus différencié, est aussi important que le résultat final. Et ça, j'aimerais insister vraiment sur cet aspect-là, aussi important notamment en termes d'application, d'implémentation, de changement social. Puis on a les publics qui sont mobilisés, des publics activistes que vous connaissez bien. Fréquentant beaucoup le terrain français, j'ai moi-même été confronté aux opposants de pièces et main-d'œuvre à Grenoble dans un travail qu'on a réalisé avec des collègues à l'époque de l'explosion de la mode des nanos, dont on ne parle plus beaucoup. Vous avez les mouvements anti-OGM, vous avez les Robins des Toits à propos des antennes relais, etc. Et là, on a affaire à ce que Mermet appelait des débats sauvages. Évidemment que les pouvoirs publics, pour bien travailler, je dirais, doivent pouvoir accommoder à la fois ces débats d'élevage avec des méthodologies éprouvées et ces débats sauvages, puisque finalement, si nos institutions scientifiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure, avec toutes leurs limites et leurs imperfections humaines et institutionnelles, bougent par rapport à ces questions, c'est parce qu'il existe des mouvements sociaux qui les poussent à transformer leur manière de produire des connaissances. Alors, évidemment, mouvements sociaux, ça veut dire que cette émergence de la recherche-action, recherche participative collaborative, que j'abrège pour ne pas avoir une querelle de lexique, RACP, résulte d'une évolution historique qui prend sa racine notamment à travers, bien sûr, ce qu'on peut appeler la critique du progrès. Vous avez sans doute remarqué que plus personne aujourd'hui n'a utilisé le terme de progrès, mais qu'il a été remplacé par celui d'innovation, parfois aussi même innovation sociale, et donc la montée de ce que Ulrich Beck, le sociologue allemand, a appelé une société du risque, donc cette disjonction entre progrès scientifique et technique et progrès social, et puis la montée en puissance d'autres mouvements sociaux qui sont, pour certains, on n'a pas le temps de le détailler, mais connectés à ce qui nous occupe aujourd'hui, les mouvements féministes, les mouvements décoloniaux, les mouvements de post-coloniaux, etc., etc. Et puis, bien sûr, une crise de la démocratie représentative, donc avec cette double délégation bien mise en évidence par Michel Callon, délégation d'un côté des citoyens aux scientifiques et de l'autre des citoyens aux élus dans un système parlementaire. Et puis, bien sûr, une kyriade de controverses qui sont traitées largement par les agences qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment l'ANSES, autour des OGM, de la vache folle, des rayonnements électromagnétiques, des nanos, etc., des conflits d'intérêts. Et une émergence récente qui a été déjà soulignée, je vais revenir là-dessus, de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche, qui est promu notamment par une association dont je m'occupe beaucoup puisque je suis membre du bureau, l'Alliance Sciences Société, qui a été mentionnée auparavant par rapport à la question du travail dans un projet sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc, en fait, s'il y a un mouvement qu'on observe qui cumule la montée en puissance de ces mouvements sociaux, la crise du progrès, ou disons la mise en évidence des dégâts du progrès, et maintenant, une dernière évolution récente et qui change, qui bouleverse absolument toute notre manière de concevoir la production des connaissances, c'est bien sûr les limites écologiques, les limites de la planète, qui nous obligent à interroger le concept d'excellence
dans son rapport avec la pertinence sociale de la donc excellence scientifique, je dirais un peu désincarnée, en rapport avec la pertinence sociale de la recherche, l'impact de la recherche, au-delà de l'impact factor, bien sûr, mesuré par le nombre de publications, pour affronter les transitions sociales écologiques. Donc, il ne s'agit pas ici juste d'une question de querelle épistémologique sur la question des connaissances, mais d'une véritable urgence socio-écologique que les universités et les institutions de recherche doivent aujourd'hui affronter et qui se traduit par des engagements très forts d'un certain nombre de scientifiques. J'en ai pas mal dans mon université. Vous pouvez penser notamment à ma collègue Julia Steinberger, qui est un des membres éminents du GIEC, et qui nous a amené à produire à l'Université de Lausanne un rapport sur l'engagement public des chercheurs qui soutient de manière très courageuse, et on diffuse le plus possible ce rapport, l'engagement des chercheurs dans l'espace public, puisqu'évidemment, des actions de désobéissance civile ou l'usage des réseaux sociaux, notamment Twitter, avec des positions qui parfois brouillent la frontière entre la casquette professionnelle et la casquette activiste, ont suscité un débat interne très, très salutaire au sein de notre université. Alors, je vais aller vite sur ce schéma, mais on voit clairement, il existe, en gros, dans les rapports entre sciences et société, on peut distinguer 3 grandes catégories de modèles. Celui qui relève d'un transfert de connaissances, qui renvoie à la vulgarisation, à la popularisation, qui vise à combler un déficit, c'est ce fameux modèle du déficit de connaissances, hein, déficit cognitif, on pourrait dire un peu aussi à la Bronner. Un modèle plutôt qui vise à discuter les implications de la recherche en associant des citoyens et des parties prenantes. C'est le modèle des conférences de citoyens, c'est le modèle de la démocratie dialogique. Et puis un modèle qui vise à impliquer les citoyens et les parties prenantes dans la production des connaissances de manière égalitaire, de manière horizontale, et qui vise une forme de équité, égalité épistémique qu'on appelle aussi démocratie technique, etc., coproduction des savoirs, et qui vise l'autonomie. Alors, dans le cas de la médecine, le principe d'autonomie est tout à fait évident, l'autonomisation, l'émancipation, le renforcement de capacités. Je suis obligé d'aller vite là-dessus. Le tiers secteur de la recherche, qu'est-ce que c'est? Donc, il désigne, j'ai un petit problème de fenêtre qui m'empêche de voir, voilà, qui désigne les activités de recherche, d'innovation, de production de savoir et de connaissances. Donc, vous voyez que ça va au-delà de la définition vraiment stricto sensu de la recherche au sens classique, qui regroupe à la fois des secteurs, c'est important, marchands et non marchands, notamment aussi l'économie sociale et solidaire. Quand on parle de participation, de recherche participative, on doit bien réaliser qu'il existe des formes de connaissances différenciées. Il n'y a pas que les connaissances scientifiques, basées sur des protocoles scientifiques, mais il existe des connaissances de type expérientiel, qui ont été évoquées par ma collègue à propos des patients et des professionnels de santé tout à l'heure, des connaissances présentationnelles qui visent les manières de produire, plutôt de représenter les connaissances qui passent notamment par les activités artistiques qui ont été mentionnées par Séverine Trouillou ce matin, donc des manières beaucoup plus sensibles pour rendre compte, y compris des résultats scientifiques et des enjeux scientifiques, des connaissances propositionnelles qui sont les connaissances scientifiques proprement parlées, et puis les connaissances pratiques de tous les métiers qui sont impliqués dans ces activités. Ce qui veut dire qu'on a affaire toujours dans une collaboration de type transversal avec des acteurs de la société concernés, à des pluralités multiples, pluralité de rapports au savoir, pluralité des intérêts en jeu, ça va de soi, mais c'est bien de le répéter, y compris entre les disciplines scientifiques. On pourrait aussi parler, alors là, peut-être, certaines disciplines ont des problèmes particulièrement sérieux, à mon avis, comme dans le domaine de l'économie qu'on appelle orthodoxe ou mainstream, en gros, qui se déploie dans le cadre d'à peu près 5 à 6 revues de rang A et qui disqualifie systématiquement toutes les autres productions qui produisent des connaissances en économie. Donc, on a des disciplines qui ont vraiment un sérieux travail à faire pour rendre leur production en adéquation avec le réel. Une pluralité des enjeux, des logiques d'action, des rapports au temps, et là, on pourrait développer, mais je n'ai pas le temps de le faire, sur le fait que la temporalité du projet, au sens de projet scientifique, dans lequel nous sommes tous plongés en tant que chercheuses et chercheurs professionnels, n'est pas du tout adaptée au temps de la recherche collaborative et participative. Il y a un magnifique article de Dominique Desclos dans la revue INRAE, Novae de l'INRAE sur la recherche participative, dont je vais dire 2 mots tout à l'heure, qui est absolument essentiel, puisque dans
dans les collaborations qui nous occupent aujourd'hui, intersectorielles, interacteurs, on est plus dans le temps du kairos, de la rencontre, de la surprise, de la bifurcation, de la créativité, du co-design, comme ça a été évoqué ce matin aussi, et pas dans le temps du projet. Et ça, c'est un vrai problème sérieux que les institutions scientifiques sont largement aujourd'hui incapables de traiter, puisque les structures, les personnes, les intermédiaires qui doivent faire le pont entre la demande sociale de recherche et la réalisation de ces formes de recherche, en général, n'existent pas. Il est bon aussi de se rappeler qu'en fait, on a affaire à 3 types de recherche dans nos sociétés, essentiellement, qu'on peut caractériser par un certain nombre de normes et de pratiques. C'est important de les avoir en tête parce que, bien sûr, elles dialoguent, bien sûr, elles partagent certaines composantes de leurs pratiques, mais elles se différencient aussi. Donc, la recherche scientifique académique, la recherche industrielle, partenariale, tel que ça a été évoqué tout à l'heure par M. Laine. Partenariale, d'ailleurs, ça ne veut pas du tout dire la même chose au Québec. C'est plutôt la recherche participative. Et la recherche citoyenne ou la co-recherche. Et on voit, par exemple, qu'en termes d'acteurs, bien sûr, il y a une différenciation importante entre ces 3 catégories, puisque dans la recherche citoyenne ou la recherche participative, on va trouver des acteurs qui vont être notamment les tiers-lieux, les organisations du tiers-secteur de la recherche ou les groupes concernés, qui n'existent pas dans le modèle 1 et le modèle 2, ou rarement. Et puis, bien sûr, on a aussi dans la production, pour ce qui est de la recherche citoyenne, des savoirs qu'on appelle actionnables, des innovations sociales, des innovations élargies, qui ne sont pas uniquement des innovations technologiques basées sur un modèle linéaire du laboratoire au marché, des pratiques d'empowerment et d'émancipation qui sont développées. Et puis, dans les valeurs et les référentiels, je mentionnerai encore qu'il y a aussi une différence, bien sûr, entre l'application des normes qui ont été évoquées par M. Laine, la production scientifique, le désintéressement, le scepticisme organisé, le communalisme, c'est-à-dire la propriété partagée des connaissances. Et puis de l'autre côté, pour la recherche citoyenne, la production de biens communs, la pertinence sociale et la justice épistémique. Alors, je passe sur la définition des sciences participatives qui a déjà été donnée par M. Laine. Je vais aller très vite juste pour rappeler ce qu'il a aussi évoqué sur le fait que, de nouveau, ça réfère à l'excellent numéro de la revue Novae de l'INRAE, que je vous incite vraiment à lire entièrement, enfin, en tout cas, certaines parties, parce qu'elle donne une vision globale du développement des recherches participatives en France de manière récente. On a une stratification de la profondeur d'engagement des chercheurs ou des co-chercheurs ou des citoyens parties prenantes dans la recherche participative qui va depuis la simple collecte jusqu'à la recherche collégiale, avec une co-gouvernance et une co-responsabilité. J'aimerais lancer une petite pique aussi sur le concept de science ouverte, puisque bien sûr, quand on dit science ouverte, on doit se demander à qui cette science est ouverte. Donc, il ne suffit pas de disposer d'infrastructures de sciences ouvertes, d'infrastructures numériques ou de normes de propriété intellectuelle, mais il faut aussi se donner les moyens de voir comment cette science peut être véritablement ouverte, c'est-à-dire de quelles connaissances l'ensemble des acteurs a besoin, quelles connaissances elle souhaite produire, sous quelle forme ces connaissances doivent être éditées, écrites, retranscrites, visualisées pour qu'elles deviennent utiles, utilisables et utilisées, pour reprendre un vocabulaire cher au domaine de l'informatique. Donc, toujours restons très critiques avec ce concept de science ouverte, qui est essentiellement conçu finalement par le monde des experts et le monde des scientifiques, et qui prend assez peu en compte les manières concrètes de rendre ces connaissances disponibles pour les acteurs sociaux qui aimeraient le faire ou qui aimeraient les coproduire. Et je vous renvoie ici à ce rapport de l'UNESCO qui est absolument essentiel en 2021, qui enfin ajoute ici en haut, dans le cadran jaune-orange, la composante manquante des sciences ouvertes. Alors, le projet Lila, je voulais en dire 2 mots, ça a été fait, ça tombe bien. Il est tout à fait exemplaire d'institutions comme l'IRSN et d'autres ici, qui s'associent ici c'est une liste des contextes dans lesquels la recherche participative sur les risques est la plus pertinente, qui a été développée dans le rapport Lila. Et j'aimerais aussi, à cette occasion, souligner mon soutien aux collègues de l'IRSN et à cet institut qui produit une expertise, alors pour le coup, indépendante, qui met en œuvre des approches de sciences participatives et de sciences citoyennes, et que le gouvernement français s'apprête peut-être à démanteler. Donc, nous sommes nombreux à avoir produit des tribunes et des prises de position. Je vous y renvoie si nécessaire. Je vais peut-être passer là-dessus. Donc, j'aimerais aussi mentionner qu'il existe des dispositifs extrêmement intéressants que vous avez sans doute évoqués, comme des instituts éco-citoyens qui sont en fait des interfaces de coopération entre les différents types d'acteurs,
que nous avons évoqués jusqu'ici dans des contextes fortement impactés par les nuisances industrielles au niveau du sol, de l'air et de l'eau. Et là, c'est un modèle encore un peu, c'est un peu une science participative plus, puisqu'en fait, on a dans l'occurrence, une centaine de citoyens collecteurs et des laboratoires d'analyse d'échantillons et des laboratoires de recherche associés qui produisent des changements importants sur les territoires, puisque finalement, ce dont nous avons besoin, oui, oui, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin finalement de connaissances qui sont ancrées sur les territoires, parce que la dimension parfois générique, que ce soit en evidence-based medicine ou que ce soit en toxicologie, a besoin d'être ancrée dans des territoires spécifiques et des contextes de pratique spécifiques. Le projet concernant la qualité de l'air, je vais passer dessus, je voulais faire une remarque dessus, mais il a été très bien détaillé par ma collègue Séverine Trouillou. J'aimerais montrer une version extrêmement low-tech de forme d'enquête participative dans la commune de Chavannes-Pré-Renan avec laquelle mon équipe collabore, où il s'agissait en fait, dans une journée, d'identifier quels étaient les recours pour des habitantes et des habitants. C'est une commune très populaire avec de très nombreuses nationalités en périphérie de Lausanne. Quels étaient les recours des personnes pour être en bonne santé dans leur commune? Alors, demandez donc sur une carte satellite, d'identifier ces lieux et de caractériser ces lieux par une description. Ça pouvait être la pharmacie, l'église, le parc, le parcours sportif, et d'ensuite placer sur une carte qui est maintenant numérisée les recours de santé faits par ces personnes concernant ce qu'on considère aujourd'hui dans le milieu des politiques de santé comme les 4 composantes, la santé physique, la santé mentale, la santé sociale et la santé spirituelle. C'est pour vous donner un exemple extrêmement low-tech de pratiques citoyennes, d'amélioration en fait communautaire des pratiques de santé, qui relève davantage de l'enquête, si on veut, que de la recherche, mais qui est associée aussi à des recherches que nous conduisons avec l'Université de Lausanne. Et puis pour terminer, j'aimerais mentionner un dispositif assez particulier qui concerne la santé qu'on a mis en place dans mon équipe. C'est un groupe d'une vingtaine de citoyens et citoyennes issus d'une recherche d'1 an et demi sur la santé personnalisée, qui s'est constitué en groupe de co-chercheurs et de co-chercheuses citoyens en matière de santé, et que nous avons en quelque sorte institué, avec lequel nous avons rédigé une charte, et qui se trouve maintenant représenter les intérêts généraux, disons l'intérêt commun des citoyennes et des citoyens, et non pas l'intérêt de pathologies particulières, même si plus de la moitié d'entre eux sont touchés par des maladies chroniques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce collectif se trouve remplir un peu le cahier des charges des 3 composantes du modèle de Montréal, bien connu, c'est-à-dire le patient comme co-formateur, le patient comme co-chercheur et le patient comme co-concepteur du système de santé, puisqu'il se retrouve dans des projets qui touchent aussi bien l'ergonomie hospitalière pour les seniors, le droit des patients, les projets de soins anticipés, le développement ou le co-design du dossier électronique du patient, ou un laboratoire citoyen de santé intégrative que nous venons de démarrer il y a 3 mois. Je termine avec cette slide. Je crois que j'ai un tout petit peu dépassé mon temps, puisque je suis à la fois avec ma casquette de sociologue et de biologiste. J'aimerais souligner la fonction centrale que les sciences sociales et humaines peuvent jouer dans tout ça, c'est-à-dire que bien sûr, elles ont des compétences pour observer et documenter les pratiques, qu'elles soient du côté scientifique ou du côté de la société ou du côté du champ politique. Elles peuvent consulter, enquêter et organiser la participation et l'inclusion des acteurs pour atteindre ce qu'on appelle une justice épistémique, répondre aux besoins sociaux de recherche. Elles peuvent aussi faciliter la montée en puissance du tiers secteur de la recherche, donc connecter les milieux en interaction. Et puis, bien sûr, contribuer de manière massive à la co-recherche par le co-design, la co-construction avec les citoyens et les parties prenantes. Et j'aimerais souligner encore que cette compétence d'animation de communauté qui a été très bien soulignée ce matin par ma collègue est très peu présente dans le monde universitaire. Et quand on travaille au sein de l'Alliance Sciences-Société, la demande qu'elles viennent du côté des acteurs de la société civile, du tiers secteur, ou qu'elles viennent du côté des institutions scientifiques, c'est aidez-nous à co-animer, co-construire et co-dessiner ce nouvel espace de la recherche pour lequel il n'existe pas actuellement d'institution à la hauteur des enjeux. Voilà, je crois que j'ai terminé. Une question de Laure Hatcher-Segui.
Avec la question du temps se pose également celle du financement et également du statut des actions Évidemment. de recherche menées par des acteurs non académiques. Étant dans le secteur de la promotion de la santé, dans une structure associative, le temps et l'argent sont deux aspects essentiels et très complexes à gérer pour mener à bien de telles actions. Vous souhaitez rebondir? Oui, j'aurais mille choses à dire, bien sûr. Alors, le temps, bien sûr, on oublie très souvent que les personnes avec qui on travaille en tant que chercheur, quels qu'ils soient ou quelles qu'elles soient, ne sont ni payés, ni ne peuvent libérer facilement du temps pour le faire. Et donc, il faut adapter les conditions de travail. Il faut parfois travailler le soir, travailler le week-end avec ces personnes. Il faut pouvoir aménager le temps. Il faut pouvoir aussi valoriser, valider les compétences acquises. Ça, c'est tout un chantier. Dans le domaine de la santé, on a bien sûr une très forte tendance à la professionnalisation des patients, comme avec l'Université des patients de la Sorbonne ou d'autres certifications. Mais ça a aussi potentiellement un problème de faire une sélection très sérieuse. Et puis, l'autre chose, c'est aussi, bien sûr, la rétribution de l'expertise apportée par les praticiens, les praticiennes ou les citoyens. Donc, nous, on travaille maintenant dans ce laboratoire de santé intégrative. On rétribue, par exemple, les personnes qui travaillent avec nous. Et comme ça devient maintenant ce n'était pas le cas dans la plupart des hôpitaux, mais ça devient maintenant un standard quasiment obligatoire sur le plan déontologique dans l'implication des patients dans les essais cliniques, par exemple. Et c'est vraiment la moindre des choses. On vient vraiment de très, très loin, hein. Voilà, nous avons une demande. Est-il possible de faire partager cette expérience de notre orateur à d'autres institutions comme la mienne, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr, d'autant plus que, bon, si je mets ma casquette de Alliance Sciences Société, on a un volet international qui s'est réuni d'ailleurs un peu avant le Covid à Dakar, avec une centaine de personnes et à peu près 80% de collègues africains. Oui, oui, bien sûr, on est là pour partager ces initiatives et souvent, alors typiquement, j'étais vraiment très, je dois dire, épaté quand on a fait cette réunion d'une semaine à l'université Cheikh Anta Diop du niveau d'engagement et de concernement des collègues africains et des étudiants, que ce soit les professeurs ou les étudiants, avec, je dirais même, une avance conceptuelle sur les services que l'université est censée rendre à la société. Alors, ça va de soi, et en même temps, ça ne va pas de soi en Afrique, puisqu'on a souvent tendance effectivement, à reproduire les élites occidentales dans les universités. Mais je dirais que parallèlement à ce fonctionnement institutionnel, on a alors, bien sûr, on a une dynamique communautaire aussi qui a été évoquée ce matin encore, très, 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 très importante en Afrique. Et oui, on est là pour partager ces expériences, bien entendu, et pour apprendre les uns des autres.